Bonjour, alors je vous propose dans cette vidéo d'aborder le sujet de la situation politique en France et de ses conséquences sur les marchés, c'est-à-dire est-ce que donc l'annonce de la dissolution et les élections législatives qui vont arriver sont potentiellement dangereuses pour les marchés, pourraient entraîner un gros retournement des marchés en France, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait eu en 1981 où le CAC avait perdu, enfin, où l'ancêtre du CAC avait perdu à peu près 30% à l'époque après l'élection de François Mitterrand. Finalement, le septennat Mitterrand s'était soldé par une hausse de plus de 400%, donc ça avait été vite rattrapé. Mais voilà. Donc, est-ce que la situation politique actuelle est dangereuse pour nous, investisseurs, ou pas? Alors, avant de détailler ce sujet, je rappelle un petit peu le contexte général de très long terme dans lequel on se trouve. Ça va permettre de remettre les choses en perspective. On est, à mon avis, dans une fin de cycle des idées universalistes. Alors, les idées universalistes se sont imposées en surréaction par rapport aux horreurs qui se sont produites pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la suite de ça, donc, elles se sont vraiment imposées partout en Europe à un niveau complet, c'est-à-dire on estimait pendant de longues décennies qu'il ne pouvait rien exister en dehors de ces idées universalistes. Alors ça a été vrai jusque, on va dire, dans les années 80-90, et puis là, à partir de la fin des années 90, ces idées universalistes ont commencé à décliner. Doucement d'abord, puis de façon de plus en plus nette depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Alors en fait, elle décline les deux côtés de l'équité politique. À droite, on a le souverainisme, donc le courant souverainiste qui s'impose à cause des problèmes d'insécurité, des problèmes liés à l'immigration, lié à la perte de souveraineté en France, lié aussi aux décisions destructrices de pouvoir d'achat qui sont prises sous prétexte écologique. Et de l'autre côté, à gauche du spectre politique, la laïcité et progressiste, qui était le porte-drapeau de la gauche il y a quelques décennies, est progressivement abandonnée au profit de thèses c'est-à-dire au profit de la satisfaction de la clientèle islamo-gauchiste qui existe en France maintenant de façon de plus en plus importante. Donc aux dernières élections, on a un sondage d'IFOP qui montre que les électeurs musulmans ont voté à 62% pour la France insoumise, à relativiser quand même parce qu'il y a une forte abstention, donc c'est pas si massif que ça. Mais enfin, donc très clairement, la gauche en France, au moins LFI et ELV, ont maintenant une forte clientèle auprès de la population issue de l'immigration musulmane. Donc, des deux côtés, ces deux parties du spectre politique sont en rupture avec les thèses universalistes, et je pense que ça va aller croissant au fil du temps, et que d'ici 15 à 20 ans, donc les idées universalistes, le courant universaliste aura complètement perdu pied en France et en Europe. Mais j'insiste, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va pas. C'est pas au lendemain du 7 juillet qu'on va basculer d'un monde universaliste à un monde souverainiste ou autre. Ce sont des tendances sociales qui prennent beaucoup de temps. Je vous rappelle quand même, les universalistes sont, pour l'instant, le courant de pensée universaliste contrôle la quasi-totalité des médias, il contrôle toute l'éducation nationale, une immense partie de la justice, il contrôle le Conseil constitutionnel, on l'a vu avec Laurent Fabius qui a réussi à faire capoter une réforme très modeste de le contrôle de l'immigration en France, mais c'était vraiment déjà très édulcoré. Même ça, donc, le Conseil constitutionnel a pu la faire capoter. Donc, les universalistes gardent un pouvoir considérable en France et ils ont le contrôle total du Sénat. Donc, il y a ici les républicains, les socialistes, les centristes, etc. Donc, voilà, ils ont la majorité plus qu'absolue au Sénat. Dans ce contexte-là, s'il y avait au lendemain du 7 juillet une majorité relative ou même absolue Rassemblement national,
cette majorité, à mon avis, n'aurait pas encore une très grande marge de manœuvre. Voilà. Et alors après, je sais pas du tout, je sais pas demain, je sais pas ce qui va se passer le 7 juillet. Il y a plein de scénarios possibles. On peut avoir une majorité absolue RN, une majorité relative RN, ou bien une situation, on va dire plus ou moins chaotique avec aucun parti qui n'aurait vraiment la majorité. Et c'est peut-être le plus probable de ce qui pourrait arriver le 7 juillet, qui serait en fait à long terme le plus mauvais, mais on verra bien ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, on a un précédent pour ceux qui s'affoleraient. Alors évidemment, les médias économiques nous racontent que si le RN devait arriver au pouvoir, ça serait absolument la fin du monde, quasiment, que voilà, bombe potentielle pour les finances publiques, explosion des déficits de 100 milliards d'euros. Je vous rappelle quand même que entre 2019 et 2023, sous la très bonne gestion des centristes vantés par tous nos médias, le déficit, la dette publique a augmenté de 700 milliards d'euros. Hein, donc on est 7 fois plus que 700 milliards annoncés ici. Et là, les médias trouvent ça apparemment tout à fait normal. Apparemment, là, les 700 milliards de dettes en plus, la très bonne gestion centriste. Et ces 100 milliards éventuels-là seraient, par contre, tout à fait catastrophiques. Donc, voilà, ça c'est la petite bulle de bobos de grandes villes, de nos médias qui vivent un petit peu hors sol. Mais c'est intéressant quand même de voir leur réaction parce que ça montre à quel point le courant de pensée universaliste est vraiment incrusté auprès de ces personnes-là. Et je pense que beaucoup prêtent à Macron des intentions machiavéliques de toutes sortes. Moi, je crois pas du tout. Je pense qu'il a engagé la dissolution vraiment parce qu'il croit pouvoir gagner. Il se trompe lourdement, évidemment. Mais ces personnes sont un peu hors sol. Elles ont tellement l'habitude depuis des décennies de voir une dominance totale de l'universalisme qu'elles ne peuvent pas imaginer que ça puisse être remis en cause. Donc Emmanuel Macron, je pense qu'il est à peu près sûr. Il se dit, mais ça, ça ne peut pas être autrement. On va trouver une majorité avec Glucksmann, moi et puis les Républicains pour gouverner. Et puis voilà. Ça c'est une chose. On a quand même alors maintenant je vais vous parler du précédent italien, de l'élection de Giorgia Meloni en octobre 2022. Cette élection de Giorgia Meloni, elle n'a pas provoqué de choses dramatiques du tout en Italie. Alors là, vous avez la courbe bleue, c'est le spread de taux entre Italie et Allemagne. Donc c'est une élection qui a eu lieu aux environs du 20 octobre 2022, donc à la fin du mois d'octobre 2022. Et après l'élection, donc on a eu un tout petit rebond de spread de taux et puis ensuite ça a baissé. Donc c'est quasiment un non-événement en fait. Ici, je vous propose de voir le graphique de l'indice italien MIB. On est l'élection de Giorgia Meloni, donc des souverainistes en Italie, 20 octobre, c'est ici, à ce pointage-là. On était à ce moment-là en fin de correction sur les indices boursiers. Et après, depuis l'élection de Giorgia Meloni, le MIB italien a progressé de 51%. Alors, je vais pas du tout prétendre que c'est grâce à Giorgia Meloni que le MIB a progressé de 51%. Tous les indices sont montés sur la période. N'empêche que le MIB italien a quand même fait mieux que l'indice général des valeurs européennes, puisque l'indice Stoxx européen a progressé 34%, donc le MIB italien a nettement surperformé. Donc l'arrivée des souverainistes, entre guillemets, parce que ce sont des souverainistes très édulcorés en Italie, ne s'est absolument pas traduite par un quelconque problème sur les marchés. Pour moi, il est assez probable que si on avait une majorité RN en juillet, ce serait la même chose qui se passe. On aurait vu ce que je vous dis, que le fait que les universalistes gardent encore beaucoup de leviers de contrôle dans la société, on aurait aussi une action RN très édulcorée. Jordan Bardella et Marine Le Pen sont déjà d'ailleurs en train de revenir
en partie sur leur promesse de retraite à 60 ans. Ils disent qu'ils font ça dans un second temps, etc. Donc, on voit bien vers quoi ça va tendre. Donc voilà, je suis pas inquiet pour le moyen terme des conséquences de ces élections sur les marchés. Il faudra évidemment, il pourra y avoir de la volatilité, il pourra y avoir quelques réactions baissières le 8 juillet si le résultat déplaît à l'establishment parisien. Mais à mon avis, s'il y a ce genre de réaction de mauvaise humeur, ça sera l'occasion de faire des achats à bon compte sur des valeurs qui auraient exagérément baissé. Et là, pour le coup, ce sera des opérations de trading à court moyen terme sur des grosses valeurs du CAC ou du SBF qu'on pourra faire à ce moment-là. Donc à surveiller le lendemain du 7 juillet pour voir s'il y aura des opportunités d'achat de court terme à réaliser. En attendant, vous voyez que le spread de taux Allemagne-France, il a un petit peu monté, certes, après l'annonce de la dissolution, mais c'est pas non plus majeur. On n'est pas dans une rupture de tendance complète ici. Le vrai problème, le vrai sujet, par contre, au-delà on va dire, des quelques mois qui viennent, j'ai toujours pas de signaux d'alerte de récession, de retournement de marché imminent. Je le suis de près pour mes abonnés dans mes lettres à chaque fois. Pour l'instant, c'est relativement tranquille, mais je considère toujours comme archi probable le fait qu'on aura une récession d'ici quelques trimestres, probablement en timing, je situerai ça fin 2024, début 2025 pour le départ, mais ça sera affiné avec le comportement des indicateurs. Je pense que cette récession va amener une grosse baisse des marchés. Vous voyez la situation, les valorisations d'Apple, par exemple, en termes de ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, où on en est aujourd'hui par rapport aux 20 dernières années. Un petit peu la même chose sur Microsoft et sur les valeurs qui sont à l'origine de la bulle actuelle, les valeurs intelligence artificielle, Nvidia, le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires qui a 38 est tout à fait similaire à ce qu'on avait observé pour les stars de la bulle Internet en 99-2000, si vous avez Cisco Systems, à 30-35 fois. Donc, pour moi, le vrai défi qui nous attend en tant qu'investisseur, ça sera d'arriver à prévoir, à anticiper et à gérer cette vague de baisse, ce retournement du marché dans les trimestres qui viennent. Là, le risque est beaucoup plus grand, c'est un sujet bien plus important que le résultat des élections le 7 juillet. C'est là qu'il faudra réussir à avoir à peu près un bon timing, et si on y arrive, on fera à la fois des gains en position baissière et puis des achats à bon compte, à très bon compte, lorsque la baisse sera terminée, lorsque la récession battra son plein. Et là, par contre, il pourrait y avoir une résonance en France en fonction de la composition du gouvernement à ce moment-là, effectivement, notamment si on a des majorités relatives ou une absence de majorité claire au Parlement et qu'on a une récession et des difficultés économiques et sociales qui viennent s'ajouter là-dessus, on pourra à ce moment-là craindre pas mal d'instabilité sociale en France, mais je le vois plutôt pour 2026. Donc il faudra suivre avec attention aussi la situation, être prêt à investir plus en valeurs étrangères si nécessaire à ce moment-là. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur la situation économique et politique actuelle. Le danger principal, vraiment une fois de plus, c'est la situation des marchés et de l'économie américaine. C'est elle qui guidera le mouvement dans les trimestres qui viennent. D'ici là, essayez quand même d'avoir une part relativement importante, on dirait 40 à 50% de votre portefeuille placé en valeur relativement liquide pour pouvoir sortir rapidement du marché si nécessaire. Il n'y a pas besoin, valeur relativement liquide, ça veut pas dire forcément acheter des valeurs faire du CAC 40 évidemment. On a pas mal de mid-caps, d'assez grosses mid-caps décotées disponibles sur le marché en ce moment qui offrent une utilité correcte. Des petites large caps qui ont aussi des anomalies de valorisation intéressantes. Je pense à Vallourec, par exemple,
qui a été bien redressé par le nouveau PDG, qui a une bonne configuration graphique. Et ça, c'est le genre de valeurs liquides dans lesquelles on peut investir en ce moment dans un horizon de quelques mois, tout en se disant, si les marchés se retournent, je pourrai les vendre rapidement lorsque ça deviendra nécessaire et lorsque les indicateurs de récession de court terme vont enfin lâcher une alerte pour les marchés.